Superbe. Alors merci beaucoup d'avoir accepté cette interview, Cyril Pedrosa. Bah, merci à vous. Alors Cyril Pedrosa, 4 ans après la sortie de Portugal, vous nous offrez un livre conséquent. Comment vous est venue cette idée donc de traiter les équinoxes? Comment s'est déroulé un petit peu ce projet? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? En fait, j'avais commencé à écrire des monologues en périphérie de mon travail, comme ça je crois même que j'avais commencé au moment où le Portugal était à l'impression en Italie. On avait comme ça des moments de creux, d'attente, et j'écrivais comme je le fais souvent, enfin comme le font beaucoup les auteurs sur mes carnets, et j'ai fini par avoir comme ça une espèce de petite collecte de textes qui étaient tous des récitatifs des voix intérieures, et dont je me suis rendu compte quand même ils avaient un point commun, un mouvement commun. Et je me suis dit que j'avais sans doute là un sujet, quelque chose qui me touchait, dont j'avais envie de parler un peu plus, donc j'ai creusé ça en fait. Et c'est de ces monologues que j'ai essayé de comprendre quels pouvaient être les personnages en fait qui étaient en jeu dans chacun de ces textes. Et après avoir inventé ces personnages, quelles étaient leurs relations, leur histoire, enfin voilà, c'est quelque chose qui s'est déployé comme ça. Et bizarrement, en partant vraiment de quelque chose d'un matériel assez littéraire au départ. Et puis après, enfin même après non, dès le début, j'ai senti que le sujet était à la fois précis, qu'il était question quand même de la contradiction entre l'intériorité et l'extériorité, entre soi et les autres, et après de manière plus large en fait de tout ce que ça englobait dans la difficulté d'être soi-même, d'être en relation, de s'engager en étant soi-même, des choses comme ça. C'était comme une espèce de chose qui se ramifiait. Donc un projet d'abord littéraire et ensuite, j'imagine, un storyboard et une recherche graphique. Vous avez peut-être aussi fait des repérages photographiques Alors des repérages photographiques un petit peu, c'est vrai. Storyboard pas du tout, enfin storyboard pas en amont. C'est-à-dire que dans mon processus de travail en général, mais comme beaucoup d'auteurs de bande dessinée, j'écris l'intégralité du scénario, je la dialogue, enfin, en fait comme si j'allais confier ce scénario à quelqu'un d'autre, pour avoir un objet déjà solide qui tient debout, sur lequel je peux compter, parce que je sais que je vais travailler longtemps sur ce livre, parce que ça va être une grande pagination, donc j'ai besoin d'avoir ça comme une espèce de bouée de secours. Et en fait après, dans le travail graphique, je travaille séquence par séquence, et donc je découpe comme ça sommairement, en général, entre 5 et 10 pages, mais pas plus. J'ai pas tellement envie de savoir après comment ça va être et à quoi ça va ressembler. Et sur la difficulté est plutôt après de trouver effectivement l'approche graphique. Sachant que pour ce livre-là, je savais dès le début que je voulais une forme particulière pour chaque saison. L'histoire se déroule sur un an, en 4 chapitres, elle commence en automne et finit en été, donc je voulais que chaque saison ait vraiment une tonalité graphique particulière. Et puis, en fait, ça c'est dur parce que chaque fois il faut repartir à zéro. Et pour le reste, en fait, un peu de repérage, mais assez peu à Orsay, un peu de repérage au musée des Beaux-Arts de Rennes, bizarrement dans les musées plutôt. Justement, ce que vous dites anticipe sur ma question suivante, parce que je voulais vous demander comment vous est venue cette idée de traiter 4 saisons et de traiter une approche graphique différente en fonction des temporalités. Ouais. En fait, c'est parce que depuis, j'ai une façon de travailler assez instinctive en général, parce que c'est lié à je suis pas un universitaire, je suis pas, malheureusement pour moi, pas un intellectuel, etc. Donc je fais des choses un peu comme ça spontanément, mais là pour le coup, j'ai une conviction assez forte depuis quelques années, c'est que l'esthétique du dessin doit le plus possible participer au langage de la bande dessinée. C'est-à-dire que raconter une histoire en bande dessinée, c'est pas uniquement juxtaposer des cases et décider du point de vue qu'on a par rapport à ces cases, est-ce qu'on est en plongée, contre-plongée, ou est-ce qu'on est cadré, serré, voilà. Ça fait partie du langage bien sûr, mais l'esthétique du dessin en elle-même, à mon avis, au-delà de son propre graphisme, de son propre style et de ses propres habitudes, doit le plus possible servir l'histoire. C'est-à-dire qu'il faudrait, je pense ça, en tout cas c'est comme ça que je veux travailler, il faudrait se dire, cette scène-là, quelle serait la meilleure façon de la dessiner graphiquement? Est-ce que c'est au pastel, est-ce que c'est au fusain, est-ce que c'est très réaliste ou est-ce que c'est au contraire très graphique? Enfin, essayer dans le champ qu'on a, qui est forcément plus ou moins large et plus ou moins réduit pour chacun de nous, mais quand même à l'intérieur de ça, essayer de tout explorer, tout utiliser au service de ce qu'on est en train de dire dans l'instant. Ça,
enfin, en essayant de faire tout ça, tout en se préoccupant évidemment, c'est ça qui est compliqué, de l'unité d'un tout, parce qu'on fait un livre. Donc c'est un équilibre entre les deux, mais du coup c'est une question que j'ai en tête depuis longtemps, que j'avais commencé à essayer d'aborder un peu dans Portugal, et pour ce livre-là, je voulais aller plus loin en fait, et comme je savais que j'avais un matériel là, assez ténu, enfin ce qui se dit dans le récit, et quand même pas fondé sur des enjeux dramaturgiques très forts, c'est vraiment des petites choses, des toutes petites histoires, et avec par contre des moments comme ça qui sont dilatés, donc dont l'importance est décuplée, comme si on voulait le disséquer, le déployer, le déplier pour arriver à le rendre lisible. Et pour ça, j'avais besoin de... Tout était bon quoi, pour essayer de rendre ça palpable, et le dessin aussi, donc il fallait encore plus, enfin plus que jamais, trouver des moyens graphiques. En fonction des temporalités, en fonction de en fonction de l'état d'esprit des personnages, en fonction de l'intention de la séquence, mais vraiment comme un chef opérateur au cinéma va confirmer une intention en fait d'une scène, du jeu des acteurs, du cadrage du réalisateur, mais il se trouve que la lumière apportée va amener une esthétique singulière qui va être au service du récit. Alors justement, et ça nous amène à ma prochaine question, parce qu'une esthétique particulière, c'est un peu ce que vous recherchez. Vous êtes loin d'une BD classique, vous nous ouvrez de nouveaux horizons que l'on avait peu l'habitude de voir en bande dessinée, et en même temps vous apportez beaucoup sur vous-même. Alors c'est un livre sensible qui reflète, j'imagine, vos préoccupations, vous donnez beaucoup de votre propre sensibilité dedans, non? Bon, je pense comme la plupart des auteurs, c'est-à-dire que c'est ce qui fait ce qu'on est, enfin, c'est-à-dire ce qui caractérise un auteur, c'est comment il regarde les choses et comment il les retranscrit. Donc c'est sa sensibilité, donc c'est mon cas comme celle de la plupart des auteurs. Alors après, j'ai besoin, enfin, c'est vrai que dans les sujets que j'aborde, j'ai besoin d'être, comment dire, extrêmement préoccupé par le sujet. J'ai besoin que le sujet me parle beaucoup pour y consacrer du temps. Parce que en fait, pour la raison simple aussi, c'est que je trouve la vie est courte, et j'ai envie de faire des livres qui sont importants pour moi en premier. Voilà. Donc du coup, souvent, la plupart du temps, les livres sont l'occasion de répondre à des questions qu'on se pose soi-même. Et faire un livre, c'est un luxe merveilleux parce qu'on peut passer comme ça 2 ans, 3 ans à réfléchir à un sujet précis, essayer d'apporter des réponses. Mais pas uniquement pour soi, des réponses, rendre audible quelque chose. Et ça m'importe beaucoup, c'est vrai. Alors maintenant que ce projet est terminé, on peut déjà vous poser la question si vous travaillez sur autre chose. Vous pouvez, tout à fait. En fait, oui, absolument. Je travaille sur 2 projets en ce moment. Le premier qui va s'appeler L'Âge d'Or. C'est un projet que je coécris avec Roxane Moreille et que je vais dessiner. Enfin, j'ai déjà commencé d'ailleurs à le dessiner. Ça va être une espèce de conte épique politique. Voilà. Dans une espèce de médiéval, de fantaisie, c'est un bien grand mot, parce que un médiéval de conte, on va dire, l'histoire d'une princesse qui part à la reconquête de son pouvoir, et à travers elle, l'histoire d'un peuple qui découvre que le monde n'est pas tel qu'il est, mais le monde est tel qu'on le fabrique. Voilà. On partait d'un constat commun, d'une espèce de désespérance actuelle, avec la conviction comme ça que tout le monde ne croit plus au fait qu'on peut agir, voilà, sur le monde tel qu'il est. On s'est dit, essayons d'en parler autrement, prenons un autre chemin. Mais en même temps, ça va être très épique avec plein de rebondissements. Enfin voilà, c'est une espèce de mélange des genres que j'aime bien. Et puis je travaille sur un autre sujet qui est là juste au stade de l'écriture, qui s'appelle Paul, et qui raconte l'histoire d'un homme qui disparaît de la vie. Voilà, pour des tas de raisons que j'essaie de décrire dans le livre, ou de ne pas décrire d'ailleurs. Quelqu'un qui quitte tout, qui abandonne tout. 2 projets qui vous lanceront peut-être aussi sur 4 ans encore, donc je ne sais pas, je dois avouer que je ne sais pas. On va vous souhaiter bon courage et merci beaucoup Cyril Pedrosa pour cette cette interview.